Bonjour chers amis de la chaîne Aksharab International TV et bienvenue dans notre rubrique Au cœur de l'entreprise. Au cœur de l'entreprise, c'est une rubrique qui passe sur la chaîne Aksharab International TV tous les lundis à 9 h et tous les jeudis à partir de 9 h. Donc soyez câblés sur la chaîne et tous les lundis et tous les jeudis, vous avez une nouvelle capsule qui vous permet donc d'être au mieux dans votre entreprise. Nous parlons de la création de la richesse, nous parlons de la performance au sein de l'entreprise, nous parlons de la culture d'entreprise, nous parlons du bien-être au sein de l'entreprise, nous parlons de la création de la richesse, de la créativité, de l'innovation. Tout ça, c'est au cœur de l'entreprise. Bienvenue donc dans cette nouvelle capsule qui s'intitule le mental de l'entrepreneur. Et lorsque nous parlons du mental de l'entrepreneur, nous voulons tout simplement vous dire que comme un grand sportif, le jour du match, il faut une préparation psychologique. Et la différence entre le sportif qui doit, au-delà du fait qu'il s'est fait les muscles, il a appris de la technique, doit se doper du point de vue psychologique. Et un entrepreneur, c'est justement que l'entrepreneur, c'est toute sa vie qui est en jeu, à moins que pour le sportif, il soit également un sportif de carrière. On dira également que lui-même, il est en entreprise. Parce que, que vous vouliez ou pas, même si c'est un jeu, c'est aussi une fonction pour certaines personnes. Donc, c'est aussi de l'entreprise. Et nous allons, dans cette capsule, échanger sur le mental de l'entrepreneur parce que être un entrepreneur, être un chef d'entreprise, ce n'est pas seulement un changement de statut social ou de fonction. C'est vrai qu'on peut être un employé et par la suite devenir employeur, mais ce n'est pas que j'ai changé de statut, ce n'est pas que j'ai changé de fonction, c'est également avant tout une aventure. Et lorsqu'on veut aller à une aventure, et quand on dit aventure, cela veut dire que l'avenir n'est pas connu avec certitude. Si vous êtes un employé dans une société, vous connaissez votre salaire et vous savez combien vous devez gagner, qu'il pleut ou neige. À la fin du mois, vous connaissez déjà combien d'années il vous reste pour aller en retraite et vous connaissez approximativement quelle sera votre pension si entre-temps vous êtes au top de votre carrière professionnelle. Mais bizarrement, lorsque vous êtes un entrepreneur, lorsque vous décidez de faire aventure dans votre, c'est-à-dire à votre propre compte et que vous êtes dans l'entrepreneuriat, tout est incertain. Vous pouvez gagner comme vous pouvez perdre et les chiffres d'affaires peuvent être fluctuants même si vous pouvez faire des prévisions. Mais dans l'autre cas, c'est déjà figé et vous savez qu'à la fin du mois, ok, d'accord, j'ai mon salaire. Il est alors important d'avoir un état d'esprit qui permet d'affronter les vicissitudes, qui permet d'affronter les changements de cette aventure. Mais avant d'aller plus loin dans notre entretien, il est d'abord important qu'on s'entende sur ce que nous entendons par le mental de l'entrepreneur. Ce que nous entendons d'abord par le mental. Parce que lorsque je parle du mental, les gens vont se dire, mais il parle de quoi? C'est vrai que le mot mental renvoie automatiquement à votre tête. Mais au-delà de votre tête, c'est tout un mécanisme, c'est tout un système psychologique, c'est tout un mécanisme physiologique et psychologique qui est en jeu. Nous allons essayer donc en tant que, disons, spécialiste du comportement humain, spécialiste du développement personnel, spécialiste disons, des mobiles intérieurs au niveau des êtres humains, nous allons essayer de clarifier un peu ce que nous entendons par le mental. Ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est que le premier moteur de la création trouve son impulsion dans votre mental. Et c'est pourquoi justement, il est important
d'aborder ce sujet avec beaucoup plus de clarté afin que vous sachiez en vérité, lorsque vous voulez prendre des initiatives, lorsque vous décidez d'aller à la créativité, quels sont les outils que vous utilisez le plus et comment ces outils se présentent en vous. Le mental, en fait, est le moteur des idées, le moteur des intentions, et un principe de l'univers, un principe du fonctionnement de l'univers dit que l'univers, c'est-à-dire le matériau de l'univers est mental. Le matériau de l'univers est mental. Cela voudra donc tout simplement dire que c'est à partir du mental que l'univers s'est engencé, c'est-à-dire que le matériau que la vie a utilisé pour concevoir l'univers dans lequel nous sommes, pour concevoir les choses, pour concevoir les êtres dans la dimension physique, est justement mental. Mais quelle est la différence entre le mental et les pensées? C'est vrai que lorsque je parle du mental, j'ai dit tout à l'heure que cela renvoie à votre tête. Et lorsqu'on parle de la tête, on parle du cerveau, on parle de l'intelligence, on parle des pensées. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que les pensées ou la pensée est un produit du mental. C'est-à-dire que c'est le mental qui produit les pensées. Donc, en définitive, il faut tout simplement comprendre que le mental est comme un corps, c'est-à-dire, vous me voyez maintenant, je suis en train de faire des gestes de main, on dira que c'est mon corps physique qui fait des gestes de main. Le mental est comme un corps, et lorsque ce corps se met en mouvement, il produit naturellement des pensées. Comme le corps physique, lorsque le corps physique se met en mouvement, il produit des actions dans le monde physique. Lorsque le corps mental se met en mouvement, il produit des pensées. Mais vous allez dire, ok, d'accord, le corps physique, je le vois, mais le corps mental, je ne le vois pas. Oui, justement, vous ne pouvez pas le voir. Parce que le corps mental est en fait dans la classification de la densification de subtil vers le matériel. Le corps mental fait partie des premiers niveaux de densification. Donc, on pourra dire que au-delà du corps mental, il y a ce qu'on appelle esprit. Là, je suis en train d'aller, je suis obligé de vous conduire un peu dans une dimension spirituelle. C'est-à-dire que ce que j'appelle esprit, c'est esprit avec grand E. Ce qu'on pourrait appeler, suivant vos croyances, l'image et la ressemblance de Dieu en vous. Donc, il y a quelque chose qui est antérieur à l'esprit. C'est vrai, à l'esprit mental, je vous l'ai dit, là, je prends esprit avec petit e, mais entre l'esprit grand E, qui est l'image et la ressemblance de la vie, ou l'image et la ressemblance de Dieu en vous, entre l'esprit avec grand E et le mental, il y a un autre corps qu'on appelle le subconscient. C'est pourquoi justement, en matière de développement personnel, vous allez constater que beaucoup de théories ou beaucoup de pratiques ou techniques, si vous voulez, tournent autour du subconscient. Parce qu'il est le premier réceptacle à recevoir l'esprit et partage cette réception avec le mental. Et en tant que réceptacle de l'esprit, le subconscient, en fait, est ouvert à toutes les influences. C'est pourquoi, quand vous voulez être bon, et que vous forgez votre subconscient à être bon, il transmet cette bonté tout simplement à votre mental qui est programmé maintenant pour vous faire bon. Et quand vous voulez être mauvais, le subconscient récupère tout simplement la programmation d'être mauvais qu'il transmet à votre mental pour vous faire mauvais. L'un ou l'autre, ce n'est pas être bon ou mauvais qui est la solution, mais c'est de comprendre le mécanisme et que chacun fasse son choix en fonction de ce qu'il désire être et de ce qu'il désire accomplir. Donc, je reprends, le mental est un corps dont le mouvement donne les pensées. Comme le corps physique, comme le mouvement du corps physique donne des actions, je vous l'ai dit. Maintenant, sur le plan physique et physiologique, vous avez un organe, ou nous avons un organe qui représente en fait le mental. C'est notre cerveau, qui en fait est, disons, l'organe qui physiologiquement est composé de l'ensemble des neurones qui véhiculent
les pensées ou les influx nerveux, si vous voulez. Et si vous êtes un peu intéressé à la physiologie humaine, je n'en suis pas un spécialiste, je m'en tiens juste à ce qu'on nous avait appris dans le temps. En notre temps, on parlait de biologie. Pendant qu'on était au collège, c'est vrai que j'ai fait la D, donc j'ai quelques connaissances dans le temps en matière de SVT ou de biologie quant à la physiologie de l'organisme humain. Donc, lorsque vous prenez votre cerveau, il y a assez de neurones dedans qui véhiculent en fait les influx nerveux qui sont en fait les ondes que propagent les pensées au sein de votre cerveau. Donc, je reprends la classification, il y a le corps mental qui est beaucoup plus vaste, et beaucoup plus vaste même que le corps physique, parce que plus les corps sont subtils, les sentiments et les émotions appartiennent également à un corps. Donc, plus les corps sont subtils, plus ils sont vastes et plus englobants. Donc, le mental est un corps qui englobe le corps émotionnel, le corps sentimental et le corps physique, et qui, en même temps, du fait que le mental est beaucoup plus fluide que le corps physique, interpénètre le corps physique. C'est pourquoi, justement, toute action opérée sur le mental a des répercussions dans le corps physique, parce que ce corps, dans sa fluidité, intègre le corps physique en son sein. Et lorsque le mental produit un mouvement, ça donne lieu, ça donne naissance à des pensées. Et le réceptacle physique du mental, ou la représentation physique du mental, est justement le cerveau. Je fais toute cette clarification pour que, lorsque il s'agira de faire un travail sur votre mental, vous compreniez jusqu'à quel point une action sur le mental est en mesure de directionner votre existence, de directionner votre vie. Alors, ceci étant, quelles sont les attitudes mentales de l'entrepreneur? Quelles sont les attitudes? Quels sont en fait les modes quels doivent être les modes de pensée? Au niveau, quels doivent être les modes de mouvement mentaux, si vous voulez, donnant lieu à des pensées d'un entrepreneur? C'est vrai qu'on va citer quelques qualités. On dit généralement que lorsque vous voulez faire chemin dans l'entrepreneuriat, vous devez cultiver ce qu'on appelle l'optimisme. L'optimisme parce que les choses n'iront pas comme vous l'auriez souhaité. Et lorsque vous n'avez pas une bonne dose d'optimisme en vous, lorsque vous n'avez pas cultivé cette capacité à pouvoir sentir que les choses iront de toutes les façons au mieux, vous risquez d'en ajouter malheur sur malheur lorsque vous décidez d'arpenter le chemin de l'entrepreneur. Donc, si vous êtes un salarié ou vous êtes un étudiant qui est en train de finir et que vous voulez faire chemin dans l'entrepreneuriat, la première des choses ou l'une des choses qu'il faut commencer par cultiver en vous, c'est l'optimisme. Certaines personnes parlent du fait d'être positif et de penser positif, et non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Lorsque on vous force à avoir des pensées positives, vous n'y arrivez généralement pas parce que vous n'avez pas pu détrôner la programmation initiale qui était une programmation de, disons, de peur, une programmation de qu'est-ce que le lendemain donnera. Pendant que vous sortiez des bancs, pendant qu'on finissait ces études universitaires, la préoccupation était déjà un point d'interrogation. Est-ce que je vais trouver à faire? Et si, entre-temps, vous ne trouvez pas un emploi et que vous voulez maintenant dire, ah, attention, puisque je n'ai pas trouvé un emploi, je n'ai trouvé nulle part à être employé et que je veux m'initier à entreprendre des choses, il faut naturellement se faire former. Se faire former, c'est justement commencer donc par avoir cette tendance à vouloir, disons, à percevoir les choses à moitié pleines au lieu de les percevoir à moitié vides. C'est le concept généralement dit disons, du verre à moitié plein ou à moitié vide. Le verre est à moitié rempli, mais il suffit seulement d'en ajouter la moitié pour avoir le verre plein, comme on peut vider la moitié pour avoir le verre vide. Ce n'est qu'une question de perception, ce n'est qu'une question de la façon dont vous décidez de voir. Et on ne décide pas de voir parce qu'on a fait aujourd'hui, disons, le choix, où on veut faire l'effort de voir. Cela coule de fait. Et pour que cela puisse couler de fait, il faut un apprentissage. Et cet apprentissage, ça fait formation. Ça peut être de l'auto-formation ou se faire former. De toutes les façons, si vous voulez être un bon entrepreneur,
L'une des qualités, c'est de cultiver de l'optimisme. Et vous allez dire, ou bien c'est à la fin, peut-être, je donne d'abord toutes les qualités et après je vais vous dire en quoi doit cela, c'est-à-dire que sur quelle base ces qualités doivent s'asseoir pour être imperturbables. Si je dois reprendre la parole de l'un des grands maîtres de l'humanité, Jésus, comme vous le savez, nous, on ne parle pas de Jésus en tant que sauveur, mais on parle de lui en tant que quelqu'un qui a atteint des dimensions élevées et qui a laissé des préceptes de vie, qui a laissé des règles de vie et qui a dit suivez ces règles et vous allez vous épanouir. Donc il disait, si votre maison est construite sur du sable, cela risque de s'écrouler facilement. Mais si la maison est construite sur du roc, c'est suffisamment solide et c'est en fait que cela tient le coup aux dégâts naturels. Vous voyez, donc quand on parle du sable et du roc, vous allez constater que le sable est mouvant, le roc est solide. Et ce qui est solide en nous, c'est justement la vérité de notre identité. C'est pourquoi je disais qu'à la fin, quand je vais finir de donner, disons, les qualités de l'entrepreneur, je vous dirai ce sur quoi ces qualités doivent s'asseoir pour être inébranlables. Donc, je disais, être optimiste. Une deuxième qualité que vous devez cultiver, c'est justement rester ouvert au changement. Vous savez, lorsque vous êtes dans le monde de l'entreprise, vous devez évoluer au gré des changements, au gré des mutations. Si vous êtes un salarié, le problème ne se pose pas. C'est votre patron qui réfléchit à votre place. Et encore mieux, si entre-temps vous êtes dans l'administration publique, là c'est encore pire. Et c'est ce qui fait que nos administrations publiques sont de moins en moins performantes. C'est vrai que ces dernières années, les différents gouvernements essaient dans la mesure du possible d'impulser, disons, une autre forme de dynamisme à l'administration publique, mais de par le passé, bon, je suis employé de l'État et puis c'est fini. La fin du mois, on est payé et tout le reste. Et quand bien même, vous voulez introduire même de nouvelles façons de faire les choses au sein de l'administration publique, on vous dit non, que ça n'a jamais été fait comme ça et que cela ne pourrait pas arriver. Cette génération, naturellement, est en train de passer et on voit de plus en plus, même au sein de l'administration publique, qu'elle est obligée de se mettre au pas du changement, elle est obligée de se mettre au pas des mutations, au risque même de ne plus servir les contribuables qu'elle est censée servir. Revenons, je vous en prie, revenons dans le monde de l'entreprise pour dire en fait que si vous n'êtes pas ouvert au changement, et que les mutations arrivent, votre entreprise sera rapidement dépassée. Je me rappelle qu'il y a un exemple que l'un de nos associés, je parle de Marc-Henri Fagla, que nous allons retrouver dans une formation commune très bientôt, qui disait que pendant que les ordinateurs venaient pour remplacer les machines à taper du temps, ceux qui sont de cette génération savent de quoi je parle. Il y avait des machines pour la nouvelle génération des années 2000 qui n'ont jamais vu des machines à taper. Je vous rappelle qu'avant les ordinateurs, il y avait une machine qu'on appelait des machines à taper. Et c'est sur ça qu'on apprenait à, disons, on fait les frappes. C'est-à-dire que c'était des machines sur lesquelles vous tapez, ça fait pac, 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 pac. Il y avait ça avec quelque chose là. On tirait rogo, pac, 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 rogo, pac, pac. Et si vous avez lu, pour ceux qui aiment la lecture, la secrétaire particulière de l'auteur Jean Pliat, je pense, oui. C'était un ouvrage qu'on étudiait dans le temps au collège au premier cycle. Vous allez comprendre de quoi je parle. Ceux qui, dans le temps, étaient habitués à cette machine, il y en avait qui rapidement se sont convertis et ont commencé donc par apprendre l'outil informatique. Et par contre, il y en avait qui disent non, à mon âge maintenant, est-ce que je vais encore faire ci? À mon âge, est-ce que je vais... Il y avait même des gens qui étaient, disons, des techniciens dans le domaine de ces machines à taper et qui ont refusé de se faire convertir en technicien informatique. Et au fur et à mesure que les mutations s'imposaient et qu'il fallait informatiser l'administration, ceux-là qui recevaient les marchés de l'administration, qui travaillaient pour l'État et qui intervenaient en tant que techniciens dans la machine à dactylographier et qui ne se sont pas convertis en informaticiens, au fur et à mesure du temps, n'ont plus eu de marché.
C'est juste un exemple que je prends pour dire qu'en fait, que lorsque vous êtes dans le monde de l'entreprise, vous devez être ouvert au changement. Être ouvert au changement, c'est justement comprendre que la façon dont vous faisiez les choses de par le passé, que ça peut changer du jour au lendemain et qu'il faut rapidement s'adapter à la nouvelle donne si, entre-temps, vous ne voulez pas vous laisser en arrière. L'une autre qualité qu'il faut avoir, c'est en fait la responsabilité. C'est vrai que vous ne pouvez pas tout maîtriser dans le monde de l'entreprise, mais vous devez être suffisamment responsable pour assumer aussi bien la responsabilité des, disons, de la bonne marche ou de la mauvaise marche, entre griffes, des choses, c'est-à-dire le cours des événements. Vous devez être suffisamment responsable pour savoir que de toutes les façons, c'est vous qui en êtes responsable et par rapport à ça, vous devez prendre les décisions au fur et à mesure pour ajuster les choses. Être responsable, c'est avoir compris que nos échecs, en fait, nous fortifient. Être responsable, c'est assumer ces échecs et de comprendre que, en fait, les résultats, les succès de demain, naturellement, ce sont les échecs d'hier qui sont corrigés. Parce que, en fait, il est impossible à l'être humain, dans un instant T, d'avoir la totalité de la maîtrise de ce qui est en cours. Il y a des choses qui vont toujours nous surprendre. Et lorsque les choses nous surprennent et que finalement, on se retrouve sur le carreau, on se retrouve en échec, il faut pouvoir capitaliser ces échecs au lieu, naturellement, comme dans la plupart des êtres humains, on commence donc par dire à telle ou telle personne que c'est lui qui est responsable de ci ou de responsable de ça. Il faut pouvoir en être absolument responsable. Être responsable des échecs matériels comme être responsable des échecs humains. Avoir toujours également un temps d'avance. Avoir un temps d'avance, c'est avoir du flair pour sentir les mutations venir. C'est vrai que nous avons dit qu'il y a assez de mutations, il y a assez de changements dans le monde de l'entreprise et tout. Mais si vous êtes un bon observateur, vous pouvez sentir les choses venir. Et lorsqu'on sent les choses venir, on commence par prendre les dispositions. Je ne dis pas que vous devez pouvoir prendre toutes les dispositions nécessaires à ce que rien n'arrive, mais on prendra les dispositions nécessaires pour que lorsque les choses adviennent, on puisse les gérer au mieux. Donc voilà quelques, disons, attitudes mentales que l'entrepreneur doit avoir. Et entre-temps, je vous disais qu'il faudrait donc que je vous dise pourquoi il est facile d'adopter ces attitudes au lieu de faire des efforts pour finalement ne pas y arriver. Le terrain ou le fondement qui vous permet d'avoir de bonnes attitudes mentales en tant qu'entrepreneur, c'est justement que vous devez, avant même de commencer par entreprendre, vous devez élaborer les fondements de vos actions. Les fondements de vos actions, c'est-à-dire que sur quoi je me pose pour décider d'être entrepreneur ou bien sur quoi je me pose pour être chef d'entreprise. Le chef d'entreprise, ce n'est naturellement pas celui qui se pose sur ses ressources visibles, sur ses ressources matérielles. Parce que si vous n'avez que les ressources matérielles, si vous n'avez que les ressources financières, vous n'êtes pas un bon entrepreneur, vous n'êtes pas un bon chef d'entreprise. Vous devez avoir constaté qu'en vous se trouvent des ressources intérieures et que ces ressources sont infinies et illimitées. Un entrepreneur, celui qui veut faire carrière dans l'entreprise, celui qui veut être chef d'entreprise de façon durable et qui n'a pas de fondement intérieur, de ressources intérieures, capable de se relever à chaque échec, capable de se relever à chaque défi, finira par se retrouver en arrière parce que justement les ressources matérielles, les ressources financières ne pourront jamais absolument vous suffire pour relever les défis qui vont s'imposer à vous. Vous allez dire oui, tout le monde en a, dites-vous. Et comment se fait-il que ainsi de suite? Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de comprendre que, en fait, en tant qu'être, vous êtes tout le temps en train d'être mis au défi. Et lorsque on ne comprend pas que à chaque défi existe le potentiel intérieur, les ressources intérieures capables de relever ce défi-là, et que lorsque vous pensez à la solution, votre mental ne va que dans le matériel ou dans le financier, vous allez finir par écrouler parce que lorsque
au niveau extérieur, c'est-à-dire je parle des ressources matérielles, des ressources financières et des ressources humaines visibles que vous avez lorsque ça commence par tanguer à ce niveau-là, quel serait en fait le roc sur lequel vous allez asseoir votre entreprise? C'est justement votre potentiel intérieur. Et ça, c'est inépuisable. Et c'est justement en comptant sur ce potentiel intérieur, c'est en comptant sur ces ressources intérieures que être optimiste, ça devient facile. Parce que, justement, même si l'extérieur est en train de bouger, le roc sur lequel la maison est posée est immuable parce que c'est solidement mis en place par la nature elle-même. Donc, si elle devrait bouger, je parle donc de ces ressources ou de cette ressource intérieure, si elle devrait bouger, c'est que ça bouge en bloc avec la nature. Par contre, la surface peut être mouvante. La surface peut être fluctuante. Donc, pour avoir ces qualités au niveau de votre mental, vous devez commencer donc par compter sur, je ne vais pas dire l'avant mental, mais au-delà du mental. C'est pourquoi, dès le début de l'émission, j'avais fait une classification pour vous montrer qu'en fait, que le mental n'est pas le niveau supérieur de l'intelligence. Le mental n'est qu'un aspect de l'intelligence. Et c'est ce que je vous disais quand je dis que le corps mental, dans la classification du plus subtil vers le plus dense, est en fait, vient bien après. Il y a d'abord le corps subconscient qui vous permet de recevoir les informations et de pouvoir donc les archiver, qui deviennent par la suite votre programme, disons en matière de réaction, en matière de réflexion, en matière de ci ou de ça. Et après, le mental intervient. Mais avant le subconscient, il y a justement l'infini et l'illimité que vous êtes sur laquelle ou sur lequel il faut compter pour pouvoir établir un mental solide. Là, vous faites asseoir maintenant votre mental sur le roc. Mais la question c'est, oui, c'est bien décrit, mais comment se forger un mental de réussite? Comment se forger un mental en tant qu'entrepreneur? Oui, justement. Vous devez pouvoir comprendre que la vie est un processus qui, en fait, a commencé et qui continuera après vous. Et que vous, en tant qu'être, pendant que vous êtes dans cette dimension, que votre rôle, c'est d'en ajouter une valeur ajoutée. Si je me fais suffisamment comprendre, votre existence doit être perçue comme une valeur ajoutée à la vie. Et lorsque vous concevez votre existence comme une valeur ajoutée à la vie, vous comprenez alors que le contexte dans lequel vous vous trouvez, qui en fait est ce qui vous a incité à l'entreprise ou à l'entrepreneuriat, ce contexte est le meilleur contexte favorable. Donc, vous devez récupérer le contexte dans lequel vous êtes en train de vous initier à l'entrepreneuriat. Vous devez récupérer ce contexte comme étant le contexte favorable qui intuitivement vous a connecté avec votre être, qui naturellement va vous fournir tous les éléments nécessaires, tous les outils nécessaires pour pouvoir aller de l'avant. Et la deuxième chose à faire, c'est d'être déterminé à progresser sur la voie. Être déterminé à progresser sur la voie, ce n'est pas naturel, ce n'est pas nécessairement voir, disons, le nombre de milliards que vous allez générer, ce n'est pas le nombre de, disons, de matériel que vous allez mettre à disposition de l'humanité, mais c'est justement quelle est la valeur ajoutée en termes de créativité, en termes donc de performance, en termes de quelque chose est passé par moi et l'humanité a vu. Quelque chose est passé par moi et mon environnement en est satisfait. Je ne sais pas si nous sommes dans la même dimension pendant que nous sommes en train d'échanger, mais je sais que vous m'entendiez, même si apparemment peut-être vous ne compreniez pas. C'est vrai que le but premier d'un entrepreneur, c'est de faire de la richesse, c'est de créer de la richesse, c'est de faire fortune, c'est disons, d'avoir beaucoup d'argent et tout le reste. Je suis parfaitement d'accord. Mais lorsque on définit un entrepreneur comme quelqu'un qui est ouvert à la créativité, quelqu'un qui ajoute quelque chose au processus de l'existence parce que ayant décidé d'apporter quelque chose, quel que soit le domaine dans lequel vous entreprenez, même si c'est des domaines d'activité qui sont répandus,
et que votre initiative va dans ce domaine, si vous n'ajoutez rien, cela veut dire que vous n'avez fait que répéter ce qui en fait est en cours. Mais qu'est-ce que vous avez de particulier à ajouter? Qu'est-ce qui du plus profond de vous vient compléter ce qui existe déjà? Ça devrait être votre but. Et lorsque vous rentrez dans ce but, c'est justement ce plus que vous apportez à ce qui existe déjà, qui naturellement est bien coté et qui pourrait éventuellement permettre d'augmenter votre niveau de richesse et justement donc d'aller de l'avant dans la création de la richesse. Vous devez sur ce chemin accepter de vous faire tromper. Je l'ai déjà dit que la réussite, c'est l'erreur d'hier qui est corrigée. Parce que lorsque vous échouez, lorsque vous faites une erreur sur un chemin à un niveau donné, lorsque cette erreur est rendue consciente, vous évitez la prochaine fois de faire la même erreur. C'est-à-dire que vous, à défaut de savoir comment cela se passe, vous avez au moins, et vous savez au moins comment cela ne devrait pas se passer. Et c'est ça qui est la richesse. Lorsque vous savez de toutes les façons, les 1000 façons dont cela ne devrait pas se passer, 1001 façons qui restent est naturellement la meilleure façon dont cela doit se passer. Donc, comprenez que sur le chemin de l'entrepreneuriat, vous devez accepter que vous allez vous tromper et que vous pouvez vous faire tromper. Et lorsqu'on se trompe, on capitalise ses erreurs pour ne pas faire chose. Il faut également briser les normes. Briser les normes, c'est ce que les gens disent que ce n'est pas possible. Vous devez pouvoir accepter que c'est possible. C'est la meilleure façon de briser les normes, c'est récupérer ce qui vous intéresse et quel que soit ce que les gens diront, au plus profond de vous, vous savez que c'est possible. Et ce n'est que de cette possibilité que vous savez être, que vous pouvez puiser les ressources nécessaires pour pouvoir rendre possible ce qui, entre-temps, était impossible. Il faut également écouter les autres. Oui, parce que vous n'êtes pas le seul intelligent sur cette planète. Je ne dis pas nécessairement quand vous écoutez les autres de prendre, disons, de prendre tout ce qu'ils vous ont dit et d'appliquer. Mais le fait d'écouter les autres et d'avoir de l'oreille à écouter les autres. Il y a beaucoup de personnes qui n'écoutent pas. À peine vous commencez par parler, qu'ils devinent déjà ce que vous allez dire. Si dans votre esprit mental, vous avez cette anticipation à deviner déjà ce que les gens veulent dire, cela veut dire que vous n'êtes pas en train de les écouter. Vous devez écouter les gens et accepter qu'il y a une nouvelle façon, ou du moins une autre façon de voir les choses. Cela vous permet de comprendre que, ah, attention, c'est parce que je m'étais comporté de telle ou telle façon que j'avais justement fait cette erreur-là ou que j'avais connu cet échec-là. Écouter les autres, c'est également une qualité de l'entrepreneur, c'est une qualité d'un bon dirigeant. Et ce qu'il faut comprendre au-delà de tout, en tenant compte de la classification au niveau des corps que je vous ai fait au départ de cette capsule, ce qui résume l'attitude mentale ou ce qui forge l'attitude mentale de l'entrepreneur, c'est justement de comprendre que la vie fonctionne sur 3 dimensions. Il y a la dimension de l'être, il y a la dimension de faire et il y a la dimension de l'avoir. La dimension de l'être, c'est ce qui semble être inaccessible aux humains. Et pourtant, c'est ce qui est plus facile et qui est à portée de main. La dimension de faire, ok, d'accord, les gens s'efforcent de faire quelque chose pour avoir quelque chose. Et au lieu de comprendre le processus naturel de la vie qui dit, je pars de l'être, qui fait et qui obtiennent et qui a, les êtres humains veulent avoir pour faire et être. Je prends un exemple. Quelqu'un qui veut être heureux dira, il faut que j'ai beaucoup d'argent, il faut que j'ai beaucoup de matériel, et là, je vais faire quelque chose que j'aime, et naturellement, là, je serai heureux. Non, justement. Ça ne fonctionne pas comme ça parce que nous avons vu des gens à qui on a mis assez de ressources à disposition, aussi bien matérielles, humaines que financières, mais qui n'ont pas pu faire ce qu'ils estiment qui va les rendre heureux. Comment cela fonctionne? Ça fonctionne tout simplement que lorsque vous voulez être heureux, vous êtes heureux et vous faites quelque chose dans l'état d'être heureux, et tout ce dont vous avez besoin pour être heureux arrive naturellement. Être, c'est très facile. C'est tout simplement choisir d'être. Vous allez dire non, ce n'est pas facile. Je veux bien être heureux, mais je n'y arrive pas. Non. Votre bonheur, le fait de vouloir être heureux, vous l'avez lié à une condition extérieure.
Et les conditions extérieures ne se rempliront jamais totalement et absolument pour vous amener à cet état d'être-là. C'est pourquoi vous n'y arrivez pas. Je vous donne un exemple pratique du point de vue entrepreneurial. J'ai suivi, par exemple, une formation de quoi je voudrais dire... bon, je prends par exemple que j'ai suivi une formation et que j'ai, disons, j'ai de la compétence en comptabilité. Je veux que ce métier, j'aime ce travail, je l'aime et je veux que ce métier me rende heureux. Et que je veux qu'à travers ce métier-là, que je puisse avoir tout ce dont j'ai besoin en termes de finances, en termes de matériel pour pouvoir être heureux. Vous savez, la meilleure façon d'y aller, c'est de ne pas se faire embaucher. Parce que si vous cherchez un emploi qui va vous donner le salaire nécessaire pour avoir ce dont vous avez besoin pour être heureux, vous n'y arriverez pas. Mais si vous aimez véritablement cette formation et que vous aimez véritablement ce métier, c'est déjà de commencer par l'exercer du point de vue, disons, de l'exercer gratuitement sans rien attendre en retour. Parce que vous avez dit que vous aimez la chose. Donc, le fait déjà même de vous mettre à le faire sans rien attendre en retour va vous apporter un état de bonheur donné. Nous, il arrive qu'on nous sollicite pour des formations qui, naturellement, sont sous-payées ou du moins qui ne sont même pas payées. Et on investit même nos ressources en matière de déplacement et en matière de prise en charge pour assumer la formation. Tout simplement parce que dans cette interaction, nous créons des relations. Dans cette interaction, on se sent heureux. Dans cette interaction, on se sent utile. Et à force de le faire, c'est justement ces mêmes opportunités, ou du moins ces mêmes occasions, qui finalement nous apportent des opportunités. Nous avons été informés dans des institutions internationales ou régionales de l'opportunité de telle ou telle formation par l'un des gens que nous avions coaché gratuitement peut-être il y a des années. Et si lui n'était pas là, et s'il n'avait pas porté l'information à notre niveau, on n'allait pas postuler pour finalement, disons, gagner ce marché-là. C'est une façon de vous dire que lorsque vous aimez quelque chose, faites-le et commencez par le faire sans rien attendre en retour. Et c'est déjà une façon de commencer par entreprendre. Je vous remercie d'être avec nous sur cette rubrique au cœur de l'entreprise qui, naturellement, va vous motiver à aller le plus loin que possible dans votre processus d'entrepreneuriat. Vous êtes de bons entrepreneurs et je sais que chaque être humain a la capacité, a la possibilité et la capacité de créer le monde qu'il veut. Et que ce monde soit orienté vers votre propre épanouissement et l'épanouissement collectif. Et vous nous avez déjà rejoint dans cette vision, dans cette optique et bienvenue à vous. Merci d'être là et bye bye.